Bonjour et bienvenue dans Viens on parle de tout. Aujourd'hui, je reçois Olivia Lindon, danseuse classique. Elle commence la danse à 4 ans, mais arrête car elle déteste. À 8 ans, alors qu'elle est au conservatoire de chant, une singularité chez elle attire l'attention d'un professeur de danse. Elle se lance alors entièrement dans cet art exigeant et rigoureux. À 15 ans, elle intègre l'English National Ballet School à Londres. À 18 ans, elle rejoint le Ballet du Capitole à Toulouse et depuis elle enchaîne. Philippe de Coufflet, Benjamin Millepied, Hermès, des apparitions dans des séries et surtout son journal du confinement qui a marqué Instagram. Aujourd'hui, elle vient raconter son parcours, nous parler des coulisses de la danse classique, des choses dont on parle peu ou pas, des enjeux de ce métier et ce que ça veut dire de consacrer sa vie à un art. Bonjour Olivia. Bonjour Martin. Alors, comme avec tout le monde, je vais te demander si ma présentation te convient, ou si tu veux rajouter des choses, ou retirer des choses. Non, c'est juste, j'ajouterai peut-être seulement que je suis danseuse classique et contemporaine. Voilà, que c'est vraiment par ce biais-là que j'aborde la danse, plein de styles, plein de différents projets. T'étais quel type d'enfant? Ouah, alors je sais pas si ma description serait juste parce que c'est la description de ce que je ressens moi et peut-être pas ce qu'on voyait de moi, mais je pense que j'étais quelqu'un d'un peu, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie et à la fois, une volonté de m'affirmer, de faire comprendre aux autres qui j'étais. J'adorais être entourée par les adultes, j'avais un peu cette sensation que mon monde à moi, c'était pas le monde des enfants. Et pourquoi ça, tu sais? J'avais pas les mêmes envies, les mêmes, intérêts, j'aimais être entourée par des adultes, j'aimais entendre les conversations, j'aimais faire les choses seule. Enfin, peut-être tous les enfants sont comme ça, mais moi j'avais la sensation d'être un peu différente. Comment tu as rencontré la danse? Alors ma mère était danseuse, donc ça a facilité, la rencontre. J'ai commencé très tôt, À 4 ans. à 4 ans exactement. Mais tu détestes. Bah, en fait, non, c'est pas que je détestais, c'est que, moi j'étais quelqu'un de très, libre, je dirais et en fait, c'est drôle, mais je me regardais beaucoup dans le miroir, quand je prenais ces cours de danse et la prof m'a virée de cours parce que je me regardais dans le miroir et en fait, j'ai pas du tout apprécié. Je trouvais ça extrêmement humiliant et je me suis dit: «Non mais alors» enfin, en fait, je pense que je me disais ça parce que je le pense maintenant, mais je me suis dit: «J'ai 4 ans, je fais de la danse, enfin, je peux me regarder dans le miroir quand même, je suis pas professionnelle encore» et donc j'ai arrêté. Je vraiment, je me suis dit: «Je vais jamais retourner, là-dedans» et de toute manière, ma mère voulait pas que j'en fasse et puis, ça s'est, représenté à moi. Bon, je trouve que c'est vraiment une réflexion d'adulte de se dire je me fais virer de ce cours, c'est humiliant. Je vois pas pourquoi, moi j'ai 4 ans, je suis une amatrice. Enfin, je pense que Bah, pas oui, peu oui, d'enfants réfléchissent comme ça. après je sais pas si je pensais comme ça à l'époque ou si je l'ai réfléchi maintenant, mais je me souviens vraiment m'être dit: Je trouve ça humiliant». Donc ça, c'est ce qui t'a marqué. Tu viens de me dire que ta mère était pas pour l'idée que tu fasses de la danse? Bah, elle comme elle était danseuse, elle savait ce que c'était, que de dédier sa vie à ça, de consacrer son corps, sa vie personnelle. Parce qu'en fait, quand on est danseur, on c'est indissociable, ça c'est une partie intégrante de notre vie et elle savait à quel point c'était difficile et elle avait pas envie, de d'encourager ça pour sa fille, en fait, Du coup, à 8 ans, tu te fais repérer par une prof de danse. Alors, exactement. j'ai parlé de singularité, est-ce que tu peux me parler un peu de cette singularité? Alors j'avais, ce tic, je dirais, c'est que je marchais sur la pointe des pieds, comme ça. Donc mes parents ont pensé à un moment que j'avais, peut-être des petits problèmes, psy, je Mais tu pense. marchais toute la journée, tout le temps? Non, mais ça m'arrivait juste tac, tac, tac et puis je me mettais sur les orteils, pieds nus, touc, 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 touc et je marchais, alors que je dansais pas. C'était vraiment juste j'avais la force dans les pieds de faire ça et puis ça me plaisait. Puis je sautais, enfin c'était vraiment, oui, c'était un peu particulier et donc je faisais ça dans le conservatoire dans lequel, j'étais en chant et la prof de danse m'a vue, puis elle voyait que j'avais des pieds, j'ai des jolis pieds naturellement et donc elle s'est dit: «Mais comment ça se fait que tu fais pas de danse?» et moi j'ai dit: «Bah, ma mère elle veut pas» et puis ma prof, enfin cette prof, m'a demandé de rencontrer mes parents et c'est comme ça que ça s'est fait.
Elle a réussi à Et convaincre ta mère? alors, elle a réussi à convaincre mes parents de m'emmener voir les portes ouvertes. Donc je suis allée voir les portes ouvertes avec mon père et lors de ce cours, il y avait le mari de cette prof qui s'appelle Béatrice Choucroune et donc son mari Laurent Choucroune était là et c'est un incroyable pianiste et donc il accompagnait le cours et donc la musique était formidable. Alors là, mon père, il s'est dit: «Bah, si c'est ça la musique qui accompagne les cours de danse, let's go quoi, c'est super et c'est super entraînant, c'est une vraie culture musicale» et donc en fait, j'ai intégré le cours. Et à 8 ans, donc, tu rentres dans ces cours de danse. Exactement. À ce moment-là, comment tu vis les choses? Qu'est-ce qui t'anime dans ces cours? Pourquoi tu veux y retourner? Alors pour moi, il y a eu un réel changement dans ma personnalité quand j'ai commencé à faire de la danse. C'était c'est pas un exutoire, mais j'ai réussi à canaliser une colère que j'avais grâce à la danse et donc cette discipline que la danse classique impose, elle me faisait énormément de bien et j'avais besoin de ça pour me cadrer, pour gérer ma vie un peu. Enfin, ma vie, c'est un grand mot Ouais, à cet 8 ans, âge-là, ouais. mais pour, gérer ma colère, gérer, heu, mon environnement. Je savais que en fait, cette discipline m'a permis de m'épanouir d'une certaine Et de manière. faire disparaître la colère que tu avais. Une partie en tout cas. Ça a été une thérapie, Ah, totalement, totalement et j'en ai parlé avec mes parents plus tard et ils m'ont dit clairement que la danse, ça m'avait transformée. Quand on est enfant, on n'aime pas trop souffrir, on n'aime pas trop avoir des règles, on n'aime pas trop la rigueur. Comment toi, tu as abordé ça à 8 ans, tu t'en souviens? Bah, moi, j'étais ravie, en fait. Moi, j'avais besoin de ça, en fait. Surtout que j'ai grandi dans un environnement avec des parents qui étaient très libres, on n'avait pas de règles, très strictes à la maison et donc j'avais ça avec la danse. C'était quelque chose que j'avais choisi. Donc j'avais pas, la rigueur qui peut être imposée par les parents ou par, un cadre scolaire. C'était moi qui avais choisi cette rigueur et donc je j'étais investie et je la voulais et cette douleur-là, enfin la douleur de la danse, alors elle était extrêmement présente, mais elle me gênait pas. En fait, j'étais tellement passionnée par ça que il y avait un peu ce dicton horrible qui dit: «Il faut souffrir pour être». Hein, hein. Bah, moi, si c'était: «Il faut souffrir pour être danseuse», en fait mais pas d'une manière, alors si, c'est un petit peu maso, mais pas d'une manière ça me faisait pas plaisir de souffrir, mais par contre, je savais qu'il fallait passer par là. Tu savais pourquoi? Exactement, Tu l'as dit un peu plus tôt, mais tu parlais d'évidence, donc j'imagine qu'à ce moment-là, c'était le cas. absolument. Mais je pense que je n'avais pas encore, réalisé que je pouvais réellement en faire mon métier. Tu l'as réalisé à quel âge? Je l'ai réalisé un peu plus tard. Je suis entrée en classe à horaire aménagé à 10 ans. Alors là, bah, je faisais ma passion, mais c'est en danse contemporaine en plus. Je suis entrée en danse contemporaine. Mais après, j'ai fait des stages, à la School of American Ballet, à New York, dans l'école du New York City Ballet. Attends, à 10 ans? À 12 12 ans, ans? T'es parti avec tes parents? je suis partie toute seule. C'était des stages d'été de 6 semaines. Ça te faisait pas peur de partir? Non, en fait, c'était Donc enfin, à 10 ans, tu as pris l'avion toute seule, tu es arrivée à à New York 12 toute ans. seule? À 12 ans, pardon. Ouais. Tu as pris l'avion toute seule, tu es arrivée à New York toute Alors seule? ma mère m'a accompagnée, mon père aussi, je crois. Mes parents m'ont accompagnée, pour le premier jour et puis ils sont repartis. Et là, quand tu te retrouves dans ta chambre, toute seule à New York, à 12 ans, Bah, tu non, te mais rappelles? c'est génial. Après, ce qui est formidable, c'est que c'est aussi ce fonctionnement américain. Donc on est dans des dorms, avec des roommates. Donc on a ce qu'on voit dans les films, on le vit. Et donc il y a quelque chose d'assez excitant. Et puis, en fait, quand on vit quelque chose d'aussi grand, à cet âge-là, je crois qu'on se rend pas compte. Et donc, on n'a pas les mêmes peurs. Moi, j'avais pas ces peurs-là. Alors, c'était dur, hein. J'appelais mes parents régulièrement. On avait Viber. Ma mère m'avait prêté son iPhone 3. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de. C'était grand ce que je faisais. Je partais, mes parents, je pense qu'ils étaient inquiets. Moi, j'étais. Enfin, c'était difficile quand même. En plus, c'était à New York. Je parlais pas
encore très, très bien anglais. Ça m'a beaucoup appris, mais c'était un challenge. Mais il y avait quelque chose de tellement énorme, c'était tellement incroyable de faire un truc comme ça que, bah, tu as moins peur, en fait. En fait, tu es un peu aveugle, tu y vas, et tu oses faire des choses, que enfin, je sais pas si je serais capable de faire les choses que j'ai pu faire avant, maintenant, en ayant conscience des enjeux. Et t'as des anecdotes un peu folles à ce moment-là? Déjà, c'était génial parce qu'on était libre, on pouvait sortir dans New York, À 12 ans? seul et donc il y avait des enfin, j'avais l'impression d'être juste dans un film, quoi, c'était incroyable et moi, j'avais commencé la danse classique l'année où je suis partie aux États-Unis. Parce qu'avant, j'étais en danse contemporaine et donc j'avais un peu l'impression que ce qui se passait, c'était, bah, c'était un rêve, quoi. Tout était un peu magique mais ce qui me rappelait à la réalité, c'est que c'était super difficile. Et là, j'ai compris que je voulais faire ça, que je voulais danser. Parce qu'aux États-Unis, ils ont une vision, bah déjà, ils ont une vision du travail qui est complètement différente de la nôtre, mais ils ont aussi une vision de l'art et de la danse qui est très américaine et qui est cette vision de peut-être demain, tu ne seras plus là. Et donc là, maintenant, c'est maintenant tout de suite que tu donnes tout ce que tu as. Et donc cette idée de on ne préserve rien et on donne tout maintenant, bah, en fait, moi, c'était comme ça que je voyais la danse. C'était tout ou rien maintenant. Et par rapport à la France? En France, on critique énormément et aux États-Unis au fait, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, parce que c'est un petit peu la même vibe, la même énergie, mais on te dit, «Si tu es là pour une raison, en fait. Donc let's go, enfin, Heu, donne tout!» Tu fais ces 6 semaines, à New York Ouais. et ensuite tu rentres en France Je rentre en France et je continue l'année, mon cursus français et pendant 3 ans, en fait, je vais à New York, tous les tous étés? les étés, pendant 6 semaines. En plus, là-bas, le style qu'on faisait, c'était pas du tout le style français, c'était le style Balanchine. Balanchine? Georges Balanchine, qui est un chorégraphe russe, qui a fait une grande carrière de chorégraphe aux États-Unis, qui a révolutionné la danse américaine avec une approche, en fait, un mixte entre l'Amérique, la Russie et ce bouleversement américain ce rêve américain, tout est possible, avec, la consommation, enfin tout ce qu'il y a d'américain, mais intégré dans la danse. Et Georges Balanchine était très ami avec des grands, compositeurs, donc Stravinsky, ami avec, d'autres chorégraphes comme Jérôme Robbins et donc il a révolutionné la danse, il a révolutionné les pas et moi ça me correspondait très, très bien. Et c'était la première fois, en fait, que je me retrouvais à faire de la danse classique et à me dire: «Ah, je crois que ça me va. Je crois que ça me correspond ça» et maintenant encore, je danse pas comme une danseuse française. Je danse beaucoup plus avec, des, des trucs, en fait, du style américain plutôt que le style académique français. OK, donc tu balanchines. Comment ça se passe quand tu te rends compte que ta façon de danser s'adapte vachement bien au style américain, mais pourtant tu es formé en France? Est-ce qu'il y a un décalage qui s'opère ou tu arrives quand même à intégrer les choses sans problème? Alors je me réadapte quand je viens en France. Mon rêve, c'était de continuer aux États-Unis, hein, à New York, enfin, je me souviens quand je rentrais en France, je me disais: «C'est vraiment moins marrant, quoi» et même il y avait un vrai jeu avec la musique. Aux États-Unis, ils jouent avec la musique et Balanchine, il disait: «Il faut, écouter la danse et regarder la musique» et moi, ça me parlait tellement, en fait et en France, il y a une école qui est merveilleuse. Enfin, c'est génial la technique française. Mais moi, ça m'allait pas parce que j'étais pas j'avais trop de problèmes, en fait. J'étais pas assez souple, pas assez en dehors. Hem, bah, pas assez souple, pas assez en dehors, ça fait beaucoup, en fait, en danse classique. Et donc je galérais, c'était de la douleur pour moi. Aux États-Unis, pas du tout. À 15 ans, tu pars en Angleterre, tu intègres, l'English National Ballet School. Est-ce que là-bas, les écoles de danse, mais comme en France, est-ce que c'est comme dans Undo Stress? Parce que moi, j'ai vraiment cette référence de, tu vois, d'école où tout le monde est content, tout le monde est hyper heureux, c'est leur passion, ils vont dans tous les sens. Est-ce que la réalité, c'est ça ou pas du tout?
Alors c'est pas vraiment ça parce que c'est une école de danse classique, alors que dans Windows Stress, en fait, ils font plein de trucs, c'est trop bien. Aux États-Unis, enfin, en fait, en Angleterre et aux États-Unis, il y a ça aussi, mais c'est des écoles qui sont beaucoup plus, pluridisciplinaires. De toute façon, les Américains et les Anglais, ils sont trop forts pour ça. Ils savent tout faire, les comédiens savent chanter, danser, les danseurs savent jouer, chanter, enfin, tout le monde sait tout faire. En France, on n'a pas du tout ça. On essaye de spécialiser dans une seule chose, au lieu d'être peut-être un tout petit peu moins excellent, mais être bon dans plein de choses différentes. Et ça, nous, c'est vrai qu'on est on est un peu en retard de ce point de vue-là. Quand je t'entends parler, je vois que très jeune, en fait, tu as embrassé la vie d'adulte, avec des responsabilités, le fait de te déplacer sans tes parents, être livré à toi-même, bosser dans un secteur et dans un art qui est très rigoureux, qui te demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Évidemment, ma question va être, comment tu as vécu ton adolescence? Bah, mon adolescence, j'ai un peu l'impression de l'avoir vécue, après. J'ai pas du tout la sensation d'avoir eu une adolescence, classique et même je vois avec d'autres amis danseurs et danseuses avec qui j'étais en France, qui avaient un cursus, même s'il était, pas classique, il était quand même plus classique que celui que j'avais en Angleterre. Je voyais que j'étais dans un décalage. Mais t'en as souffert un peu de ce décalage ou Ouais, pas? j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que c'est agréable de, bah, de vivre quelque chose avec un groupe. Moi, j'avais pas l'impression d'être dans un groupe. Je C'était trop dur ce que je vivais pour pouvoir, avoir du loisir à côté. J'avais peu de loisirs. C'était vraiment la danse, mais aussi parce que pour moi, c'était très sérieux. C'était pas, je dansais pas parce que c'était un hobby. Je dansais parce que c'était ma vie, en fait. Il y avait rien de plus important que la danse et je me suis blessée. J'ai eu des très grosses blessures. Bah, en fait, C'est à quel âge ta première blessure? bah, j'ai fait beaucoup de blessures, mais une de mes plus grosses, c'était, ma première hernie discale. Ça, c'était à 15 ans. Mais après, j'ai fait, arrachement osseux à, 11 ans, entorse, enfin, j'ai fait plein, plein de trucs. Je me suis déboîté les épaules, déboîté la clavicule, 2 hernies discales, arrachement, rupture complète du ligament de la cheville. Enfin, j'ai fait plein, plein de trucs, Mais et ouais, ça m'a choqué. et même, c'était rigolo, je me souviens quand j'allais voir des médecins pour la première fois qui me disaient: «Qu'est-ce que vous avez eu, comme blessure?» Et je leur disais: «Bah, vous voulez que je commence par le haut ou par le bas?» Ils disaient: «Bah, par les pieds». Je faisais: «D'accord, OK». Et là, j'ai énuméré, ça durait 10 minutes, ils étaient complètement choqués. Je vais essayer de partir du début parce que tu en as eu plein. Mais ta première blessure à 11 ans, comment tu la vis? Parce que moi j'ai reçu Akrem, qui est un rugbyman professionnel. Lui, il parle que alors lui, c'était un sport collectif. Et il explique à quel point ça l'a traumatisé d'être blessé, de se sentir bon à rien parce qu'il était hors du groupe. Et il avait très très mal vécu. Alors lui aussi, il a eu un nombre de blessures incalculable, mais tous ces moments ont été très durs. Bah, moi, je l'ai pas vécu du tout comme ça, parce que déjà, on est assez seul dans la danse. Enfin, c'est un peu chacun pour soi de toute manière, même si, on est dans un groupe, bah, on est tellement remplaçable que, bah, on apprend rapidement que c'est à nous de gérer, en fait, notre vie, même si on est blessé. Et je me souviens, je m'étais blessée, je m'étais fait cet arrachement osseux un mois avant l'audition pour entrer à l'école de danse de l'opéra. Mais c'était horrible, j'avais tellement mal. Et en fait, c'est ça que ça m'a appris. J'ai appris, à gérer la douleur. Tu viens de dire aussi que c'est un métier où on est archi remplaçable. Du coup, quand tu te blesses et que tu sais que tu as une audition hyper importante, j'imagine que tu vas quand même danser. Ah bah oui, non mais moi j'ai le nombre de blessures que j'ai eues et qui ne m'ont pas arrêtée, enfin c'était dangereux. Je me suis cassé la main, il y a quelques années et j'étais en compagnie et il y avait un programme qui m'intéressait vraiment énormément. Je ne voulais absolument pas le louper. C'est une création avec un chorégraphe israélien qui s'appelle Hillel Kogan. Et vraiment, je me disais: «Mais il n'y a pas d'option où je ne fais pas cette pièce». Donc j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit: «Ah bah, vous avez une fracture de la main, on va devoir vous plâtrer». Je dis: «Ah non, par contre, vous allez pas me plâtrer». Ils ont dit: «Bah si, parce que sinon, si la fracture se déplace, on va devoir vous opérer». J'ai dit: «Bah, on m'opérera, Ils doivent te prendre pour un mais» fou. Enfin, bah, un peu, ouais. Je pense, bah, de toute façon, les pardon, ils doivent danseurs, te prendre pour une folle, là. non mais les danseurs, on est un petit peu considérés comme enfin, les sportifs, hein, en règle générale, mais c'est vrai que les danseurs, il y a tellement ce côté, on va peut-être louper cette opportunité, cette expérience qu'on ne revivra jamais
Et moi, j'ai un peu ce truc-là, je suis un peu boulimique du travail, quand je travaille pas, je me dis que je perds du temps, quoi, Oui, parce que c'est un métier qui a qui une s'arrête tôt. ouais, qui a une durée déterminée. Comment Exactement. t'appréhendes ça depuis que tu es petite? Je me rendais pas trop compte avant, parce que quand j'étais petite, donc jeune, je me disais que l'âge, que j'ai maintenant, j'étais vieille. Alors c'est un peu vrai, mais c'est pas tout à fait vrai aussi. Bah, c'est super difficile quand on n'a pas une évidence. Si j'avais une évidence comme la danse a été une évidence, je serais pas tellement, heu, dans l'appréhension d'une reconversion. Là, je sais pas trop ce que je veux faire parce que je veux vivre cette même intensité, en fait. C'est comme une passion amoureuse, quand il y a plus cette passion, on se dit que c'est nul, alors que c'est pas vrai. C'est plus sain de vivre, une histoire d'amour qui n'est pas une passion. Mais quand on a vécu la passion, on se dit: «Mais le reste, c'est tellement fade». Et moi, j'ai un peu ça, la danse, c'est tellement quelque chose d'énorme que je me dis: «Mais le reste n'a aucun sens, n'a pas d'importance», alors que c'est pas vrai. C'est aussi bien de faire quelque chose qui nous atteint pas autant. Moi, je vois la danse, c'est tellement une passion, c'est tellement une nécessité que ça a une place qui est énorme dans ma vie. Tu penses à l'après? Évidemment, je pense à l'après et surtout maintenant, je commence à entrer dans cet âge où, bah, il faut y penser, quoi. Ça va arriver. C'est aussi en parallèle avec une vie personnelle. C'est on peut pas ne pas y penser. Et tu Mmh, l'appréhendes comment? bah, dans le déni un petit peu. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une idée, me dire: «Ah bah, c'est ça que je vais faire». Mais non, j'ai pas du tout ça, chaque fois je rencontre des gens qui font des trucs, je me dis: «Ah ouais, c'est pas mal comme métier ça». Et puis je réfléchis, je me dis: «Mais alors attends, ça voudrait dire que tu es assise à un bureau? Mais n'importe quoi, jamais de la vie je tiens». J'avais commencé une licence comme ça. Je m'étais dit: «Je vais faire une licence de gestion de projet artistique, comme ça, j'aurai une nouvelle casquette, je pourrai faire ce sera une manière de me reconvertir». J'ai tenu 48 heures. Parce que moi, je me vois pas être prof de danse, par exemple. La notion de temps est hyper importante dans tout ce que tu dis depuis le début. Est-ce que tu as eu l'impression de grandir et d'évoluer avec un chronomètre? Avec, Mais totalement. Bah, en fait, j'ai eu l'impression d'être adulte. Alors, concrètement, j'étais adulte, mais à un âge où les gens, ils se pensent pas adultes. Et je me souviens avoir fait un projet assez léger en termes de danse, où j'étais avec des d'autres danseurs qui sont devenus des amis. Et comme on n'avait pas énormément à faire, bah, en fait, on faisait la fête. Mais je dis ça, j'avais 23, et en fait, je me suis dit: «Là, j'ai l'impression de vivre mon adolescence». Parce que j'étais dans une espèce de légèreté et d'insouciance que j'ai jamais eue. Et ça m'a fait tellement de bien de vivre ce moment comme une respiration dans le tourment. Parce que, bon, ça fait on dirait un peu que je suis, dépressive alors que pas du tout. Mais c'est juste que c'est tellement difficile que la légèreté, elle est pas là de la même manière que dans d'autres disciplines. Et Qu'est-ce qui rend la danse difficile? en fait, ce qui rend la danse difficile en termes de métier, parce que si on en fait pour le plaisir, c'est difficile, mais l'impact, émotionnel et personnel, il est pas le même. Là, ce qui est difficile, c'est que c'est un métier passion, mais moi jamais je me dis et ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler, mais je suis encore, surprise de me dire que je vis de ça. Des fois, je me dis: «Waouh, mais tu te rends compte là, tu vas danser en fait et tu gagnes ta vie comme ça». Sauf que c'est un prétexte pour exploiter les danseurs de ce fonctionnement. Parce que c'est notre passion, ben, on nous exploite. Dans quel sens on vous exploite? Ben, on nous paye mal, on respecte pas forcément le l'investissement qu'on met dans la danse, dans notre travail, dans les répétitions, dans les spectacles, le la destruction physique aussi qu'est la danse. Parce que moi, je sais que j'aurai mal au corps toute ma vie et que, bah, peut-être je vais devoir me faire opérer. Et ça te pose pas de problème? Bah, en fait, le plaisir que j'ai à être sur scène, pour l'instant, il vaut encore, cette douleur. Même si dans 20 ans, tu es en 1000 morceaux? Bah, ouais, en fait,
c'est tellement incroyable de danser. Mais sur scène, je me dis encore très souvent, je suis sur scène et je me dis: «Waouh, c'est incroyable». Moi, je sais parce que tu me l'as dit, mais ça t'est arrivé de danser avec, 2 entorses à un pied, Mais une oui, entorse à l'autre. Moi, enfin, la plupart des gens, dont moi, on avec une entorse, on marche pas, enfin, on prend des mais béquilles. totalement, mais c'est la magie de la scène, en fait. C'est la magie, Mais comment ça opère? bah, il y a cette adrénaline, c'est exceptionnel, en effet, j'ai dansé avec des grosses blessures. J'avais tellement mal. Alors, il y a des fois, je dansais et j'avais mal, hein. Mais il y a plein de fois où je souffre en coulisses et je mets un pied sur scène et c'est comme si ça s'évaporait le temps de la performance. Et ça, c'est incroyable. Enfin, Tu déjà réfléchi à ton rapport à la douleur? ah bah ouais, bah c'est pas hyper sain. Et même, par exemple, après, je deviens hyper dure avec les autres. Quand les autres, ils ont mal et qu'ils arrêtent, je suis là: «Non mais moi, je danse». En fait, ça te déforme totalement, ton rapport à une certaine réalité qui est une réalité, disons plus générale et parce que c'est pas bien de danser avec la douleur. L'année dernière, je me suis retrouvée à danser, le lac des Cygnes avec la grippe, 41 de fièvre. J'ai mis 1 mois à m'en remettre. Bah, c'est pas bien de faire ça, en fait. C'est Je le fais parce que je conçois pas de faire autrement. Mais par contre, c'est pas bien de faire ça. Tu penses que tu arriveras à raccrocher? Bah, il faut, hein. Mais oui, je pense parce que déjà, je veux pas monter sur scène en étant, à un niveau médiocre. Je veux pas voir que j'ai, rabaissé. Je je veux pas, être sur scène plus que tout, pour toute raison. Je veux être sur scène en étant heureuse de ma performance et sûre de moi. Enfin, sûre de moi, dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours le stress, mais disons être, consciente de, mes capacités sur scène. Parce qu'il y a rien de pire que d'aller sur scène et de faire quelque chose de moyen. Enfin, la danse, tu ne peux pas faire du moyen. Il y a des gens qui ont payé, il y a des gens qui sont là pour, se changer les idées pendant 2 heures. Si toi, tu es moyenne, bah non, en fait. C'est comme aller au restaurant et manger un plat bof, mais avoir payé cher. Bah non, c'est pas ça, en fait. Tu vas parce que tu veux manger quelque chose de délicieux qui va te faire, déconnecter de la réalité pendant quelque temps. Et tu trouves pas ça fou que, exactement comme tu le dis, vous, les danseurs, vous êtes sur scène, quoi qu'il arrive, peu importe, l'état physique ou moral dans lequel vous êtes, et en face de vous, il y a des gens qui, eux, sont là pour se détendre. Bah oui, mais on devrait faire plus attention à ça parce que moi, je mets énormément de poids et de responsabilité sur tout ce que je fais et des fois, ça m'enlève le plaisir. Parce que même si je trouve que c'est extrêmement important, c'est aussi que de la danse. Donc des fois, j'ai l'impression que je vais rater quelque chose sur scène et là, mais c'est comme si, toute ma famille était morte, quoi. Je pleure. C'est complètement disproportionné et je stresse et en fait, je stresse parce que je veux tellement que les gens soient heureux, je veux tellement qu'ils aient vécu un moment incroyable, je veux que les gens soient fiers, je veux que ça se passe bien. T'as une anecdote, d'un moment comme ça, genre c'était quoi ton pire moment ou Oh là là, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est absolument atroce. Je venais d'intégrer le ballet du Capitole et on partait en tournée au festival de Spoleto en Italie. C'était un festival donc à Spoleto, dans un théâtre antique à l'extérieur, juste sublime, enfin un truc complètement dingue et on dansait, la Bayadère, donc dans ce théâtre antique extérieur. Donc on devait attendre, 22h30 pour danser, pour qu'il fasse nuit. C'était à la pleine lune. Franchement, c'était magique comme truc et on dansait, donc les filles, on avait ce passage qui s'appelle, les ombres. Et les ombres, ce sont, toutes les filles qui entrent, une après une en faisant le même pas, qui est une arabesque, donc c'est la jambe qui se lève en arrière et puis on fait un pas en arrière, on marche et on refait ça et on fait ça, je sais plus, 30 fois, enfin et à chaque fois qu'on fait 2 pas en avant, il y a une nouvelle fille qui entre et on fait cette arabesque toujours sur la même jambe. Donc ça fait très mal. C'est une chorégraphie de Nureyev, c'est vraiment ingrat
comme chorégraphie, mais c'est très joli à voir. Il y a quelque chose de très poétique, on représente des êtres euh, immatériels, enfin, immatériaux, de la fumée. En fait, on est de la fumée et c'est très très beau. Et donc on arrive, on fait tout ça, et puis il y a un adage qui commence, on lève la jambe à la seconde, donc comme ça sur le côté, c'est super difficile, on est en pointe, c'est hyper stressant, on tremble toutes. Comme on fait toutes la même chose, si quelqu'un rate, ça se voit en fait. Donc là, à l'adage, penché, bref, je passe les détails des mots. Et il y a une pause où pendant 8 comptes, on reste Statique. statique. Et moi, je tombe, enfin je descends sur le mauvais genou. Et donc je me retrouve à 4 pattes, puis sur les 2 genoux en tutu, alors que tout le monde est immobile, moi à bouger, en essayant de retrouver la position que tout le monde a. Et je me suis dit, je vais me faire virer en fait. Donc là, on sort de scène, il y a la régisseuse qui fait « Il y a quelqu'un qui s'est complètement trompé !» J'étais la première à qui elle dit ça, je m'effondre en larmes, je termine le ballet en pleurant, dehors en regardant la pleine lune, les larmes aux yeux. J'avais même pas de sanglots, je pleurais, mais sans bouger. Franchement, c'était horrible. Et vient les saluts. Donc moi, j'avais quand même passé un spectacle atroce. J'étais tellement paniquée, j'étais sous tension. Je sens, donc on salue tous ensemble, comme ça. Et là, je sens une fille sur le côté qui va s'avancer pour saluer. Alors je me dis, ok, on va saluer. Je m'avance avec elle. Et en fait, c'était la soliste. Et donc, je vais saluer toute seule avec la soliste. Et donc, grand moment de solitude quand même. Et je recule, je me remets dans la ligne. Personne n'avait bougé. Voilà. Et j'ai réussi à faire ça 2 fois sur 3 spectacles. J'ai salué 2 fois avec la soliste sur 3 spectacles. Et C'était horrible. t'arrives à désamorcer? Bah moi, j'arrive difficilement à désamorcer. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui... Alors, j'apprends beaucoup, mais je suis pas une personne qui... Je suis pas cool. Je prends pas les choses à la cool. Ouais, je dirais que c'est pas trop mon... Dans la vie, oui. Mais alors, en danse, pas du tout. Qu'est-ce qu'on subit le plus en tant que danseur? Je pense qu'il y a rien de pire qu'un mauvais partenaire. Parce que la musique, tu t'adaptes à un mauvais partenaire. Déjà, c'est très désagréable de danser avec un mauvais partenaire parce que t'as pas la connexion. Mais ça peut être dangereux. Ça peut euh, te mettre hors de ton axe d'équilibre. Ah non, c'est atroce. C'est quoi la chose la plus dangereuse qu'un partenaire t'a fait vivre? Alors, j'ai déjà eu un partenaire qui il m'a porté et il m'a lâché. Donc, en fait, j'étais très haute et j'ai atterri, c'était hyper violent. Et comme moi, j'ai des problèmes de dos, moi, ça me fait super peur. Sinon, j'ai déjà eu un partenaire qui, dans une pièce contemporaine qui s'appelle Cantata, il devait nous jeter, il nous tournait comme ça et il jetait et il m'a déboîté l'épaule en Ah, la spectacle. violence. Ça, c'était... Et là, tu continues à jouer? Enfin, tu continues à bah danser, ouais. pardon? Ah, Mais chaud. moi, je continue, ouais. Ouais, chaud. Avec le bras qui pend. Bah, j'essaie de le remettre, de le replacer. Entre Bah, en spectacle. oh, la violence. Ouais, ça c'est un peu... bah, je suis pas toute seule à faire des trucs comme ça, hein. Comment tu fais pour danser avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas du tout? C'est arrivé d'avoir des partenaires où vraiment tu peux pas le Oh là blairer? là, ouais. Bah, tu fais. Mais c'est pas... Et quand t'as 50 représentations à faire? Bah, tu prends sur toi. Ouais. C'est très désagréable. Et ça te gâche un peu le plaisir, mais... Enfin, il y a des acteurs qui font des scènes d'amour avec des personnes qui sentent mauvais de la bouche et Ouais. qui aiment pas, tu vois. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est aussi un jeu Ouais, mais il de... n'y a pas le rapport au danger. C'est-à-dire que, tu C'est vois, vrai, la confiance, enfin, t'as raison. j'imagine cette chose, c'est que moi, si je danse avec quelqu'un qui me fait faire des choses qui sont dangereuses pour moi, il faut que j'ai toute confiance en lui. T'as raison. Comment tu deals ça quand t'as pas confiance? C'est horrible. Tu dois avoir la boule au ventre un peu, non? Ouais. Et puis, en fait, parfois, parce que t'as pas confiance, tu ne mets pas ton investissement physique entier. Et donc ça aussi, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que tu ne vas pas lui donner tout ton poids ou l'élan nécessaire à faire quelque chose. Et donc là, comme tu t'entends pas bien, qu'il est mauvais partenaire, ou, ou elle, hein, parce que ça va dans les deux sens, et ben là, tu prends des risques. Mais par exemple, on dit en danse classique, mais
ça se je trouve que ça va pour beaucoup de choses, la danse contemporaine, le cirque, voilà. Dans un porté, c'est ton porteur qui est responsable. J'ai déjà fait, un porté avec plusieurs porteurs, dont un qui faisait vraiment, n'importe quoi et qui disait tout le temps que c'était jamais sa faute. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est jamais ta faute, sauf que moi je suis en l'air en fait. Moi je ne peux rien faire. Donc s'il y a quelqu'un qui a, la main sur le porté et qui a la responsabilité de faire en sorte que je ne me retrouve pas à terre, bah, c'est toi. À ce moment-là, tu tombais tout le temps. Moi j'ai failli m'éclater la tête contre le sol Ah ouais, chaud. et j'ai rencontré un circassien, que je trouve, incroyable, enfin vraiment génial, et qui, me faisait découvrir des portées de voltige. Et comme il voyait que j'avais envie de découvrir plus de choses et que ça fonctionnait, on a fait plus difficile et il me disait: «Aie confiance». Alors moi, je pars du principe que si mon porteur, il me dit: «Aie confiance», je lui donne toute ma confiance. Sauf que j'ai un peu eu trop confiance et donc je suis partie, il m'a jetée en l'air et je suis partie en avant et en fait, je pensais que parce que juste je lui donnais toute ma confiance, ça allait bien se passer et ça ne se passe pas bien et lui, il s'est jeté sous moi et il m'a rattrapée. Je suis tombée, mais lui était au sol. Il était sous moi pour, faire en sorte que rien ne m'arrive et vraiment, j'étais choquée, en fait, parce que j'avais jamais vu cet investissement. En danse, on n'a pas cet investissement parce qu'en cirque, ce que tu fais, tu peux te Tu peux te tuer. tu peux te tuer, ouais. En danse, tu as pas ça. Et donc lui, il s'est jeté sous toi, même si tu étais pas au bon endroit, pour Voilà, t'amortir, alors qu'un danseur exactement. t'aurait regardé t'éclater au Ouais sol. et il a fait: «Ah, oups». Et comment tu vis ce moment du «oups»? Vraiment, tu sens que le mec, il en a rien à foutre ou Bah, ouais et puis, tu sais, c'est comme si jamais la faute de personne, comment ça se passe de vivre en troupe? bah, ça dépend de la troupe. Il y a quelque chose de formidable, parce que un peu comme, j'imagine, sur les tournages ou les spectacles très intenses, on crée des liens très forts avec les gens parce que, bah, on passe notre vie avec eux et en fait aussi on va toucher quelque chose de très personnel. La danse, c'est quand même quelque chose de très personnel. On connaît la vie des gens. C'est pas du tout métro boulot dodo, la danse. C'est, bah, notre vie fait partie de la danse et la danse fait partie de notre vie et il y a des choses qui sont vraiment formidables, mais il y a aussi, les inconvénients de cette intimité. C'est que, bah, c'est un peu toxique aussi des fois. À quel niveau c'est toxique? Bah, on se permet trop de choses. On a une intimité qui fait qu'on dépasse parfois les limites des relations professionnelles. Et puis, on mélange aussi beaucoup le professionnel et le personnel parce qu'il y a alors moi, c'est pas mon cas, parce que j'ai vraiment voulu échapper à ça, mais il y a beaucoup de danseurs qui sont avec des danseurs. Donc en fait, leur vie, c'est la danse, tout le temps. Et si en plus, donc on vit avec un danseur qui est un danseur avec qui on travaille, donc en fait, on vit, heu, 24 heures, par jour avec les mêmes personnes. Donc quelquefois, c'est un peu pesant et c'est difficile de déconnecter. Enfin, quand tu dis que tu as voulu échapper à ça, pourquoi? Je pense que la danse a une place tellement importante dans ma vie que j'ai besoin de quelque chose d'autre, en fait. J'ai besoin qu'on m'apprenne d'autres choses, j'ai besoin de découvrir, l'univers de quelqu'un d'autre, apprendre d'autres choses. Après, c'est aussi, faut quelqu'un qui soit ouvert parce qu'être avec un danseur ou une danseuse, c'est pas évident. Entre, les spectacles, l'implication qu'on met dans notre travail. Par exemple, on peut pas prendre, des congés quand on veut. Enfin, moi, par exemple, j'ai toujours dansé, le soir de Noël et le soir du Nouvel An. J'ai jamais eu, une soirée, normale. Alors je suis ravie, hein, moi j'adore ça. Je préfère, 1000 fois danser le soir de Noël et du Nouvel An plutôt que d'aller faire la fête en famille, ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent ça très important d'avoir, ces moments-là. Par exemple, je choisis pas quand est-ce que je suis en vacances, mais parce que je suis intermittente. Quand tu es en troupe, quand tu es en compagnie, tu as des vacances. C'est possible d'avoir une vie personnelle avec un métier aussi rigoureux? Parce que tu en parlais à l'instant. Est-ce que tu penses que est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est globalement ce qui se fait ou c'est très dur?
Non, c'est possible et je pense qu'il le faut. C'est très important d'avoir une vie perso, pour moi, c'est très, très important. Je sors voir des spectacles, je vais voir des amis. Par contre, ce qui est plus dur, c'est que tu as fait toute une journée de répète, tu as répété toute la journée, tu es épuisé, tu as mal au corps, tu t'es fait une petite entorse, ce que tu as envie, c'est de regarder un film, sous ta couette. Bah, moi, je me fais un peu violence. J'ai un peu ce côté, on me propose un truc, je dis oui, même si j'y vais à reculons. Parce que souvent, en fait, je suis super contente d'y être allée, hem, mais c'est sûr que c'est un peu une autre vie, c'est vrai que c'est une autre vie, mais c'est tellement génial que ça vaut le coup, mais c'est dur. Le métier de danseur est hyper exigeant, tu souffres énormément, enfin c'est beaucoup de concessions, mais j'imagine que c'est incroyable d'être sur scène. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu ressens quand tu montes sur scène? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis pas du tout quelqu'un de spirituel, je j'ai pas de foi, mais pour moi, la danse, il y a un peu quelque chose comme ça. Quand on est sur scène, des fois, je me dis: «Mais ça, c'est divin», mais dans le sens, sacré, vraiment du mot. Il y a quelque chose de c'est tellement on se c'est tellement dur à expliquer parce que moi-même, je suis surprise à chaque fois que je revis cette sensation. Il y a c'est magique, en fait. Il y a quelque chose de presque indéfinissable, d'un bonheur absolu ou d'une tristesse absolue. Je me suis retrouvée à faire des spectacles que j'ai refait énormément de fois et je me surprenais à ressentir des choses comme pour la première fois. De la tristesse, à pleurer au même endroit et à me dire: «Waouh, je suis émue de la même manière, je me lasse pas». Je vis un moment d'une intensité si forte que je ne le reconnais pas, en fait. Et la danse, c'est ça qui est enfin, mais je pense que la danse, cet état-là, on peut le ressentir même quand on n'est pas danseur, en dansant, en fait. Parce que danser, c'est vraiment alors, je n'aime pas quand on dit que tout le monde est danseur parce que c'est pas vrai. Parce que non, moi, j'ai sacrifié toute ma vie, en fait et j'ai bossé très dur et il y a des gens qui ont du talent, il y en a qui en ont pas et c'est ça qui est très difficile à accepter. C'est que la danse, c'est aussi une discipline qui peut être injuste, mais par contre, danser, tout le monde peut le faire et ressentir cette jouissance, d'une certaine manière, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut vivre et ça, je trouve que c'est merveilleux. On peut pas dire à tout le monde, «Ah bah, tout le monde est musicien» ou «Tout le monde peut jouer de la musique». Non, il y a des gens, ils jouent de la musique, c'est atroce et danser, ce qui est bien, c'est que même si tu danses mal, tu peux vivre ce plaisir. Alors que si tu fais de la flûte et que tu joues faux, bah, tu sais que c'est moche ce Ah, que tu c'est viens de clair. faire. Alors que la danse, même si c'est pas beau, c'est pas grave parce que c'est la sensation qui est importante. Alors, au niveau professionnel, c'est pas que la sensation, mais en dansant, tu peux ne vivre que par des sensations et ça, je trouve que c'est tellement incroyable. C'est tellement riche et entraînant. C'est comme un livre que tu ne veux pas, Qui poser. Il y a ce ça devient une nécessité, tu veux savoir la suite. Bah, la danse, il y a quelque chose comme ça, c'est excessif de dire ça, mais c'est vital. C'est quoi les choses les plus incroyables que tu as pu vivre grâce à la danse? Alors le rire, ça, c'est vraiment génial quand tu es sur scène et que le les gens rient. C'est tu te crois tout puissant un peu, c'est ouais, c'est fou. Après, il y a des expériences qui ont été exceptionnelles, mais qui n'étaient c'était pas forcément ce que je faisais en termes de danse qui était, heu, un exploit, mais c'est le projet en lui-même. J'ai fait un projet avec Hermès, un peu un projet gigantesque, en immersion et je me suis sentie vivre un moment, un peu comme si je venais d'inventer le téléphone, quoi. Vraiment, je me souviens entre la musique, les gens et ce que je faisais, j'avais la chair de poule et je me disais: «Waouh, je suis en train de vivre quelque chose de nouveau», en fait. En fait, c'est ça, la nouveauté aussi, c'est 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 étonnant de vivre quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant et en danse, c'est ça arrive. Oui, c'est fou qu'à l'âge adulte, tu découvres de nouvelles choses. Bah oui, en plus, la danse, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on est rarement 100 satisfait. Mais donc ça fait que quand on l'est, c'est
l'extase, quoi. Moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est la santé mentale. Comment tu deals avec ta santé mentale dans un métier où tu as commencé très jeune, dans une exigence énorme, avec une pression que tu te mets toi-même et qu'on te met aussi sur les épaules. Est-ce qu'il y a différents stades? Comment tu gères ça? Comment tu vis ça? Est-ce qu'il y a eu des moments plus durs? Est-ce que tu as eu des, je sais pas, tu es passé par des dépressions, mais que comment tu gères tout ça tout en sachant que tu n'as jamais arrêté de travailler? Alors, je dirais que j'ai géré ça de manière très différente en fonction des périodes de ma vie et ce qui se passait. Et aussi, en ce qui me concerne, j'ai la chance de ne pas avoir eu de troubles du comportement alimentaire, mais c'est quand même quelque chose qui arrive souvent en danse. Parce qu'on est très à cheval sur le poids. C'est vraiment un sujet, enfin, c'est pas un mythe, hein, alors peut-être qu'on l'est un peu moins maintenant, mais c'est sûr que c'est un sujet et moi, on m'a déjà dit que j'étais perdue dans mon gras, que j'étais un tronc sur pattes, qu'on Ah oui, voyait sympa. plus mes lignes. Enfin, je veux dire, on m'a déjà dit que j'étais grosse, mais déjà, comme je le suis pas et que je le savais, bah, j'étais plus solide. Et aussi parce que je vivais avec quelqu'un qui n'était pas dans ce milieu, j'avais une réaction euh, Normal. normale, exactement. Donc il me disait mais n'importe quoi, enfin ils sont complètement malades. Et bah c'est sûr que quand tu entends ça en première ligne, tu te dis ok d'accord, faut que je prenne de la distance. Mais c'est pas évident. J'imagine que ces gens qui se permettent de te dire ça va être sous le couvert de dire oui, je te dis ça parce qu'en fait, c'est pour ton bien d'une Bien certaine sûr. façon, ce Ah qui est mais faux. évidemment, c'est toujours avec bienveillance qu'on te dit des trucs comme ça, des horreurs. T'as connu des moments de dépression? Alors ouais, j'ai connu. Je sais pas si je dirais que j'étais en dépression parce que j'ai jamais pris j'ai jamais eu d'aide médicale, chimique, je veux dire, ou c'était pas forcément, j'étais pas forcément suivie par des psys. Je l'ai été, je le suis là, mais à ces moments-là, pas tellement parce qu'en fait, j'étais pas en dépression, mais j'étais pas, heu, déprimée, mais j'étais mal, en fait. J'ai vraiment eu des moments de colère et de tristesse si fortes. Quand j'étais au Ballet du Capitole, le directeur, qui était en place à cette époque, et qui a été licencié depuis, me harcelait. Enfin, j'étais pas la seule, hein, il harcelait beaucoup, beaucoup de gens, du harcèlement moral. Et en fait, il y a vraiment un moment où, en fait, on croit qu'on est fort. Moi, j'ai vraiment longtemps pensé que j'étais solide et je suis quelqu'un de solide qui peut encaisser énormément et c'est ça qui est un peu dangereux aussi, c'est que j'étais très solide et à un moment, j'ai craqué, en fait. Quand tu dis qu'ils te harcelaient de façon morale, ça prenait quelle forme? Enfin, c'était comment et qu'est-ce qu'ils disaient? Bah, j'étais trop grosse, heu, on me disait qu'il fallait pas que je lise de livres, que comment je m'habillais, c'était pas bien, qu'il fallait que je danse avec plus de grâce, que j'avais pas de grâce, des choses comme ça, alors c'est pas, on me dit pas, «Tu une merde», c'est pas ça ce qu'on te dit. Mais justement, c'est parce que c'est subtil, en fait. On te dit des petites choses qui, accumulées, heu, prennent une place, Énorme. très importante. Et et comme la danse, c'est un métier passion où on donne tout, ben, quand tu donnes tout et que c'est ça qu'on te renvoie, mais ça te détruit, en fait. C'est on peut jouer avec les gens. Le pouvoir est réellement une arme dans ce métier. C'est réellement un moyen d'utiliser les gens. Et, et dans n'importe quel autre métier, si on se comportait comme on se comporte dans la danse, mais les gens ils seraient licenciés immédiatement en fait. Tu parles de pouvoir, tu parles de rapport de force, de harcèlement. Est-ce que tu as eu d'autres expériences comme celle-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun dans Mais le c'est métier? très commun. C'est très commun. C'est trop commun. Et personne, enfin, parce que je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, voire peu. Bah, on n'en parle pas parce que dans la danse, il n'y a pas d'argent. C'est pas comme le cinéma où si on a un réalisateur qui se comporte de manière atroce sur une actrice, bah parce qu'il y a des millions en jeu, parce qu'il y a un film, bah forcément, il y a des conséquences. Nous, il n'y a pas de conséquences, on est payé au SMIC, et si on n'est pas contente, bah il y aura quelqu'un d'autre qui prendra notre place parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché, de moins en moins de projets, de moins en moins de travail, de moins en moins d'argent. Donc en fait, il y a vraiment ce truc, et qui concerne particulièrement les filles, si tu te plains,
t'es une chieuse, donc on te gère. C'est horrible. Il y a vraiment ce truc. Et c'est un phénomène qui est récurrent en danse classique, hein. C'est même sans que ce soit forcément tu te plains, mais une fille qui tombe enceinte, qui revient pas en forme, parce qu'une grossesse, c'est quand même un événement pour le corps, donc il faut un temps pour se réadapter. Si tu te réadaptes pas suffisamment rapidement, fou, tu pars. Et donc c'est. Enfin, ça veut dire que tu es constamment sur la sellette. C'est, Par c'est- exemple, j'ai été pendant presque 5 ans, 4 ans et demi au Ballet du Capitole. Je n'ai eu que des CDD de 1 an. Donc en fait, ça veut dire que tu es incapable de te projeter. Tu peux pas gérer ta vie. Ça veut dire c'est très que stressant. c'est hyper stressant. Si tu bosses bien, on te donne un CDI. Là, si tu bosses bien, eh ben, on te fait bien comprendre qu'il va falloir continuer à bosser comme ça parce que si il y a un petit relâchement, eh ben, on te change. C'est quoi ton plus beau souvenir en danse? Ou tes plus beaux souvenirs en danse? De danser en groupe. Parce que danser en groupe, il y a quelque chose de très fort. C'est comme si on était un chœur, mais au sens organe. Vraiment, on voit que si on n'était pas là, bah, la scène, elle serait vraiment moins intéressante. Parce qu'il y a des grands ballets où, quand on est dans le corps de ballet, on a l'impression d'être vraiment décor humain. Et c'est horrible de se sentir si peu nécessaire. Mais il y a des ballets, comme Gisèle par exemple, où moi j'ai adoré faire le corps de ballet parce que j'avais la sensation qu'on était une seule et même personne. Et ça, c'est fou. Est-ce que tu as vécu un truc, voilà, à l'entraînement, un truc un peu compliqué, mais avec le recul, tu te dis, bon, c'était pas si grave que ça? Bah, déjà, c'est jamais grave. Mais quand on le vit, tout prend une ampleur énorme. Mais non, mais des chutes. J'ai eu des chutes en répétition, mais genre des plats au sol comme ça, avec toute la salle qui résonne tellement tu fait un plat sur le sol. Ça, j'ai eu Ça fait plusieurs hyper fois. mal. Bah, pas forcément, des fois on tombe super bien. Des fois, par exemple, on tombe au ralenti, on glisse, et puis on est tellement en contrôle, et à la fois on se relâche, et tout le monde te voit tomber au sol, et tu en tutu, donc c'est complètement ridicule. Ça, j'ai eu beaucoup de fois. Après, j'ai dansé avec des blessures, des infections dans le pied, et donc en fait, j'étais obligée de couper ma pointe pour donner de l'espace à mon pied parce qu'il avait doublé de volume, parce que j'avais trop mal. Alors là, tu me donnes j'ai plein de questions qui arrivent. La première, c'est quoi les trucs les plus bizarres que t'as dû faire pour pouvoir danser? Donc comme ça, Bah couper des ça, bouts. alors je coupais ma pointe et en plus on m'avait creusé l'orteil. Alors c'est un peu dégueu, hein, mais j'avais eu un corps qui s'était infecté dans mon orteil et qui s'était infecté jusqu'à l'os. Et donc j'étais en Angleterre et j'étais allée voir un pédicure podologue anglais. Je comprenais rien parce que impossible, je connaissais pas, je savais pas dire les termes techniques en anglais pour décrire ce qui se passait. Donc on m'avait gratté la peau jusqu'à l'os, c'était absolument atroce. Et donc j'avais coupé ma pointe pour laisser la place à mon orteil de bouger. Donc ça. Quand je m'étais cassé la main, ça c'était drôle, j'avais une attelle et le chorégraphe, il s'était dit: «Bah, quitte à ce que tu ne puisses pas faire comme tout le monde, bah, on va intégrer ta blessure au spectacle». Et donc je me retrouvais à traverser la scène en montrant ma main au public et en expliquant que c'était pour ça, que je pouvais pas faire ce C'est que les autres drôle. danseurs faisaient. Est-ce que C'était c'est vrai qu'on marrant. met des escalopes de viande dans les pointes Alors pour... non, c'est pas vrai. Mais je pense qu'à une autre époque, c'était vrai. C'est parce que c'est frais et puis il y a un côté un peu, Parce que c'est hyper douloureux de faire des pointes. alors oui, c'est douloureux, après on s'y habitue, notre pied il se transforme, il s'adapte, on a de la peau qui se durcit, les ongles. Alors ça restera toujours douloureux, mais on s'y habitue et moi je dois avouer que enfin ça j'aime bien cette douleur un peu, enfin ça me fait, Bah, tu le faisais déjà avant de faire de la danse. alors c'est ça, exactement, tu as raison, mais par exemple l'été, je, j'emporte une paire de pointes souvent avec moi et pour pas perdre la peau que j'ai réussi à créer, je fais des pointes un petit peu. T'as déjà eu des chorégraphes loufoques ou qui t'ont fait faire des trucs ou quand ils t'a raconté, ils vous expliquent le truc, tu te dis c'est quoi cette folie? Bah ouais, mais tous les chorégraphes sont un peu particuliers, hein. Mais oui, des chorégraphes qui sont tellement dans leur bulle que tu comprends pas forcément ce qu'ils disent, donc ils ont un assistant qui va te traduire, donc c'est oui, c'est drôle. Ou alors aussi des chorégraphes un peu malsains ou des assistants aussi.
Parce qu'il y a aussi ce petit jeu, entre le chorégraphe et l'assistant, où l'assistant, il a aussi du pouvoir, mais des productions où je répétais et en fait, j'étais constamment auditionnée. Donc je n'étais jamais sereine par rapport à ce que j'allais faire. Donc ça, c'était super stressant. Tu as l'impression que au moindre faux pas, à la moindre, petite, glissade ou au moindre écueil, ça va te passer sous le nez. Lors du confinement, tu as lancé ton journal du confinement qui était en fait une série. Chaque jour, tu postais une vidéo sur Instagram où bah, tu mettais en avant soit ton quotidien, soit tu remettais en scène des anciens films. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Tu t'y es tenu, tu as tenu tout le confinement, ce qui est quand même un exploit parce qu'entre trouver la chorégraphie, trouver le sujet, le filmer, le monter et le publier, c'est vraiment un taf énorme. Comment l'idée est partie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu t'en souviens? C'était incroyable. Bah, quand tu parlais de moments, fous, bah, comme c'est pas sur scène, je le mets un peu à part, mais je crois que c'est un des moments de ma vie où j'ai été la plus heureuse. C'est c'est contradictoire parce que c'était, je pense, un moment qui a été très dur pour plein de gens, mais moi, c'était, j'ai pleuré quand le confinement s'est terminé tellement j'étais épanouie, en fait, et c'est vraiment sorti un peu de nulle part. Je sais même pas comment vraiment on a commencé. Donc c'était avec, Pierre de Saint-Taz, mon compagnon de l'époque, qui, est régisseur son et vidéo, et il y avait eu une annonce de Macron, je crois, qui nous disait que, à partir du, je sais plus, 10 février, on allait devoir, se confiner, et donc on s'était dit: «Bon, on va faire une vidéo où on va montrer toutes les choses qu'on peut faire chez soi». Donc on fait cette première vidéo, et après, moi j'adore le cinéma, je suis complètement passionnée par ça, et donc je n'envisageais pas de faire des petites vidéos sans marier le cinéma et la danse. Mais par contre, enfin moi j'ai vécu, ma meilleure vie. On se couchait à 4 heures du mat, on tournait toute la journée, et puis Pierre faisait le montage, l'après-midi et la soirée. Enfin, c'était merveilleux, c'était Est-ce qu'avec un métier tel que le tien, une exigence, je reviens sur l'exigence, mais qui est hallucinante, est-ce qu'on arrive à être satisfait de ce qu'on fait vraiment, ou à chaque fois on se dit ah putain j'aurais pu faire un peu mieux? ah bah toujours. Mais je crois que j'ai la capacité d'accepter que ce soit pas parfait, et que le résultat, ce soit quand même un résultat satisfaisant. Notamment pour ce journal de confinement, bah, on n'avait pas le temps de refaire. Donc il fallait être satisfait, aussi bien lui que moi. Et donc il y a des choses qui sont maladroites, mais c'est aussi ça qui était beau, c'est que c'est très professionnel, parce qu'on était tous les 2 pros. La danse, moi je trouve que c'est très bien, le montage c'est super bien, la réalisation, on a réalisé ça ensemble, et et c'est un peu, do it yourself. Mais c'est justement des fois dans des moments où la perfection n'est pas, le but, qu'on arrive à quelque chose qui est qui est beau, en fait. Ok. Et encore maintenant Faut pas que ce que soit parfait pour être beau. oui, exactement, et j'aime, les imperfections, et j'aime ce que ça représente, et je suis toujours fière de ce qu'on a fait. Encore, 5 ans, presque 6 ans plus tard, je le regarde et je me surprends. En fait, je suis surprise par ce qui a été fait. Tellement je trouve enfin, c'est pas modeste de dire ça, mais on a vraiment fait un truc super. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'en parle, c'était incroyable. Et j'ai beau avoir fait d'autres trucs après, bah, en fait, je trouve encore que ce journal de confinement, c'est ma carte de visite la plus honnête, en fait. Là on arrive sur une partie du podcast qui est un peu plus léger, qui s'appelle les dilemmes d'Olivia. Donc, je me suis amusé à faire 3 dilemmes pour toi. Tu préfères répéter un adage entier avec des chaussons très glissants ou faire un grand jeté parfait mais en craquant ton tutu? Ah, craquer le tutu. Ah ouais, mais ça, de toute façon, ça m'est déjà arrivé, Ah ouais? costume qui lâche, ah ouais, ouais. Ah, t'as une anecdote d'un costume Bah, flash? aller en scène et ton costume, il s'ouvre. Et tu fais comment? Bah, tu danses avec ton costume ouvert. Puis dès que tu peux, sortir de coulisses, tu sors de coulisses, il y a quelqu'un qui t'attend et qui va essayer de rafistoler. OK. Tu préfères faire un spectacle entier avec un orchestre qui joue un peu trop rapidement ou qui joue un peu trop lentement? Ça, c'est dur. C'est dur parce que des fois, la rapidité, ça aide, et des fois, la lenteur, ça aide, et inversement.
Le pire, c'est, un orchestre qui fait les 2. OK. Des fois, il fait trop vite, Maître. trop lentement, Ouais. tu sais plus quoi faire, il a Et commencé et trop là, vite, trop lent. tu t'adaptes? Bah oui, tu t'adaptes. Ah, ça doit être C'est horrible. et ça arrive non, ça arrive pas souvent? Bah, ça arrive, suffisamment souvent quand même. Bah, vu qu'on est et puis je tiens à dire, ce n'est pas l'orchestre qui joue trop vite ou lentement, c'est le chef qui D'orchestre. dirige, trop rapidement ou trop lentement. Donc c'est la faute du chef, du coup. Alors le dernier, petit dilemme. Ah bah, voilà, enfin, j'avais oublié que j'avais écrit ça, c'est sur les partenaires. Tu préfères danser avec un partenaire qui a les mains moites ou un partenaire qui sent la transpi? Ah, c'est horrible. Les mains moites. Alors que je déteste les mains moites, mais la trans en fait, ça dépend. Il y a la transpi de mon travail et Mmh. puis il y a la transpi, ça pique les yeux, ça pique le Non, nez. ça pique les yeux là. Moi, je peux pas. Ça, c'est vraiment un truc, Donc même moite, ça peut glisser, c'est pas grave. ah ouais, je préfère. On met de la colophane, on trouve une astuce, alors que la transpi, moi, ça me rend malade, en fait. Ouais, je comprends. Si tu as une fille, un jour, et qu'elle te dit qu'elle veut être danseuse, est-ce que tu l'accompagnes ou comme ta mère, tu es plutôt réfractaire à ce qu'elle le fasse? Ça, c'est ma première partie de question et ma deuxième, ce serait quoi les conseils que tu lui donnerais? Alors, je vais commencer par les conseils d'abord, c'est d'en faire, mais d'en faire par, plaisir seulement. Je pense que je pense qu'on gagne peut-être, on a plus de bienfaits en faisant un hobby d'une certaine manière, enfin juste une passion qu'on fait en plus, qu'un métier où ça nous fait du mal forcément. Et si, et donc ça veut dire que j'accompagnerai, ma fille ou mon fils, mais je serai pas, à proposer ça. C'est vraiment si on me le demande. Quand tu étais petit enfant et que tu te voyais grande, est-ce que tu es là où tu aurais voulu être? Ah mais pas du tout. Mais, mais pas du tout dans le sens que moi, à 15 ans, je pensais que Olivia, 28 ans, ne serait plus danseuse. Moi, je me disais: «Je vais danser un petit peu, de toute façon, je vais tellement mal au corps qu'il y a un moment donné, je vais plus pouvoir tenir ça, j'aurai trop mal». Donc je continue à danser. Je pense que je suis à mon top, en plus. J'ai jamais été aussi bonne. Techniquement, solide, je connais mon corps, aussi grâce à toutes ces blessures. Parce que quand tu te blesses pas, tu connais pas, non seulement tu connais pas, la limite, mais tu connais pas aussi tous les trajets que tu peux, prendre pour arriver au même endroit et qui fait que tu deviens, je pense, plus intelligent. Je pense qu'un danseur qui s'est blessé est un danseur qui a réfléchi à comment faire les choses. Alors qu'un danseur qui n'a jamais eu de limite, n'a jamais eu de problème, il fait. Et comme il fait, il se pose pas les mêmes, interrogations. Enfin, c'est une chance dans le malheur. En gros, tu es à une meilleure place que tu l'aurais imaginé quand tu Ah, étais mais petite? bien meilleur. Enfin, oui et non, dans le sens, en tant que danseuse, oui, mais je me voyais, avec, un mec et des enfants et je suis absolument pas là. Mais c'est vrai que mais je me disais un peu que j'aurais un mec et des enfants parce que j'aurais arrêté la danse. Là, j'ai pas arrêté la danse et donc je n'ai pas de mec et pas d'enfant. Mais bon, enfin, ça viendra. Ça te pèse, le fait de pas avoir de vie de famille? Non, non parce que je suis 100 consacrée, à la danse. Après, j'aimerais bien. J'ai envie, d'avoir des enfants et c'est vraiment quelque chose maintenant que j'envisage avec ma carrière. Mmh. Alors qu'avant, j'envisageais pas. Je me disais: «Si quand j'aurai des enfants, ce sera, pour moi le moment où j'arrête la danse et je fais autre chose». C'est peut-être déjà ta transition d'une certaine façon vers la suite. Absolument. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, de la réussite sur mes projets personnels et de la joie, du bonheur, mais à tout le monde. Tout ça, tout ç tout ça, tout ça. Franchement, je te souhaite tout ça et encore plus. Merci beaucoup d'être venu parler de tout ça avec moi. Bah, je suis ravie, merci à toi de m'avoir invitée. Ah bah non, c'est vraiment moi qui